Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Contamination, nombre d'entrées à l'hôpital. On voit ces dernières semaines que l'épidémie reprend de l'ampleur. En France, sommes-nous prêts à l'affronter, cette deuxième vague, si c'en est une, ou considérez-vous que non, qu'on n'a pas encore tiré toutes les leçons de la première? Il y a deux choses que nous réclamons, nous, dans ce moment de retour de circulation importante du virus. C'est gratuité des masques plus que jamais et augmentation des tests. Voilà, moi je sais, je suis élu Bagnolet-Montreuil, il y a des... Dans le département de la Seine-Saint-Denis qui a été l'un des plus touchés. Devant la mairie, il y a un point où on peut faire des tests. Les queues sont extrêmement longues, il faut attendre longtemps, et cet exemple existe dans beaucoup d'endroits de France. Augmentation des tests ou changement de stratégie, c'est-à-dire ne plus laisser la possibilité à tout le monde de se faire tester, mais uniquement à ceux qui pensent être vraiment malades. Mais moi, c'est le même état d'esprit. C'est augmenter la capacité à faire des tests pour que il y a un débat qui s'ouvre. Est-ce que c'est la quatorzaine, 7 jours? Il semble même que le corps médical nous dit pourquoi pas aller vers 7 jours. Moi, je fais confiance aux médecins. Alors justement, mais à condition que ce soit du test. Au bout de 7 jours, on reteste pour à tout moment être en capacité de prendre les bonnes mesures. Et pardon de vous dire, Marc Fauvel, souvenez-vous, on s'était revu au début de l'été. Vous m'aviez posé la question, mais est-ce que vous exagérez pas avec Mélenchon de dire qu'il va y avoir un retour? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Avouez quand même que sur ce point, nous étions pas trop dans le faux en considérant... Vous n'avez pas tout à fait dit ça comme ça dans mon souvenir, mais si, vous m'aviez relevé, tant mieux. Non, je vous avais posé à peu près la même question qu'aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on en fait trop ou pas assez? Remarquer beaucoup d'erreurs que j'avais fait, mais sur ce point-là... Ça y a Braclia. Alexis Corbière, c'était un clin d'œil. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a été l'invité de France Inter tout à l'heure, et il a fait une annonce. Écoutez. Le Conseil scientifique est favorable à ce qu'on puisse demain, quand je dis demain, c'est pas stricto sensu demain, réduire la période de mise à l'abri dans un certain nombre de situations et de passer de 14 à 7 jours. Pourquoi? Il y aura une meilleure adhésion des Français à une période plus raccourcie, mais qui doit être absolument respectée de manière à limiter la contagiosité. Réduire la période d'isolement, la décision elle sera actée en Conseil de défense vendredi, c'est une bonne chose? Oui, non mais que les choses soient claires, moi je fais confiance aux médecins et aux scientifiques. S'ils nous disent que c'est faisable, faisons-leur confiance. Mais j'entends ce que dit le ministre, il faut que ça aille de pair avec un sérieux dans le confinement, et je répète qu'il faut augmenter la capacité de faire des tests. Il faut tester, rappelez-vous ce que nous disait l'OMS, c'était une controverse au cours du mois de mars-avril, l'OMS nous disait des tests, alors que le gouvernement disait attention, ça n'est pas si indispensable. Et c'était le même débat sur les masques. Rappelez-vous la polémique, nous disions, nous, il faut porter des masques. Et si on considère que le masque, je pense notamment à l'éducation nationale. Vous savez, moi, comme vous, je suis attaché, l'école, elle est gratuite, laïque, obligatoire. Si elle est gratuite, laïque et obligatoire, et si le masque, lui, est obligatoire dans le cadre de cette école, il doit être aussi gratuit. Et je regrette que ce soit au bon vouloir des régions ou des départements que ces masques soient apportés, parce que c'est déjà une question de principe, et c'est aussi une question, des fois, de petit budget vis-à-vis des familles. Vous voyez, c'est important pour que ce soit pas les masques fourrés au fond de la poche, un peu sales, etc. Mais un masque, je rappelle, pour ce qui est des masques papier notamment, au bout de 4 heures, il faut en utiliser un autre. Donc tout ça est quelque chose de très sérieux. Attention, le virus circule, il circule particulièrement en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, le taux, je crois, de positivité sur les tests, on est à 7%, alors que la moyenne nationale est de 5%. Là, je parle pour mon département qui a cette caractéristique d'accueillir beaucoup de ces gens qui vont travailler, qui partent tôt le matin, qui font tous ces métiers qu'on avait vus en première ligne. Corvée, exactement, qu'on avait vu en première ligne. Qui a aussi la particularité d'être le département le plus jeune de France, métropolitaine, et le plus pauvre également. Le plus pauvre, donc qui amène à ce que la relation et la pauvreté amène à ce que la relation aux visites médicales, aux médecins est plus faible. Voilà. Et ça nous pose toute une série de problèmes. On va peut-être en parler, y compris dans la manière dont la rentrée scolaire s'aborde. Et moi, je suis pas content. On va en parler tout de suite, si vous voulez bien. La rentrée scolaire, on en est à une trentaine d'établissements fermés dans toute la France, dont l'un hier dans votre département de Seine-Saint-Denis, un lycée, 1300 élèves qui ont donc été renvoyés à la maison. C'est la bonne démarche qui est choisie par le ministère de l'Éducation, le cas par cas, c'est-à-dire fermer, soit de renvoyer des élèves chez eux, uniquement ceux qui sont malades, soit de fermer des classes, soit de fermer l'ensemble d'un établissement en fonction de la circulation du virus tel qu'on la suppose dans chaque cas. Moi, je ne m'oppose pas à des fermetures parce qu'il faut être sérieux, vigilant. Tout ça est dangereux. Par contre, j'ai envie de parler d'autres fermetures de classes qui me posent problème. Donc, moi, si on a repéré dans un lycée la potentialité d'un danger d'un élève, d'un professeur, que sais-je, qui est atteint de virus, j'invite chacun à respecter les consignes. Par contre, il y a d'autres fermetures de classes qui me posent plus de problème. Je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis. J'ai fait une réunion il y a quelques jours avec monsieur le recteur et monsieur le préfet qui nous annoncent qu'en cette rentrée, nous avons 4000 enfants qui ne se sont pas présentés aux écoles. Je parle de l'école
élémentaire sur 200 000 élèves. Et je parle pas des familles dont on sait parfois qu'elles sont parties dans le pays d'origine, elles préviennent la direction de l'école, qu'elles rentreront un peu plus tard. Non, des gens qui n'ont donné aucune nouvelle. C'est presque 5 fois plus que d'habitude. Ils sont où? Vous avez posé la bonne question. Monsieur le recteur, monsieur le préfet, il y a une semaine, n'était pas en capacité de répondre. C'est une question fondamentale. Il faut avoir les moyens d'aller frapper aux portes. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les gens gardent les enfants parce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'on a peut-être, vu que ça va être un débat qu'on va avoir, des enfermements un peu, obscurantistes, liés à je ne sais trop quelle exaltation religieuse qui amènerait à ce que les familles ne veulent plus les mettre dans l'école publique? Est-ce que c'est plein de raisons? Mais c'est fondamental de le savoir. Et nous sommes désarmés face à ça. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'assistante sociale, nous n'avons pas de personnel pour aller vérifier que ces 4000 enfants aillent bien à l'école publique. Alors vous voyez, ce qui me met en plus en colère, et je lance un salut à ce micro, c'est qu'en même temps qu'il y a ces enfants qui ne sont pas présentés, on ne sait pas pourquoi, le rectorat nous ferme des classes à la rentrée. Dans ma circonscription, Bagnolet-Montreuil, j'ai 7 fermetures de classes, 5 à Montreuil et 2 à Bagnolet, parce qu'il y a moins d'effectifs. Et on profite de l'occasion, après 6 mois du fait que les gamins ne sont pas allés en classe, qui devraient se dire, attention, il y a des gamins qui ont accumulé du retard, si on a des classes moins importantes, là, c'est une bonne chose. On ferme, on fait des réductions. Et je salue les écoles d'Anton, Diderot, Louise Michel de Montreuil qui sont ce matin mobilisées. J'ai pas pu aller à leur côté parce que vous êtes avec nous sur France Info. Mais tant mieux, mais j'en profite et je vous en remercie pour le dire. Monsieur le recteur, monsieur Blanquer, ne fermez pas de classe en Seine-Saint-Denis. Déjà, attendez de savoir où sont ces 4000 gamins parce qu'ils vont revenir et il faudrait, moi, ça m'intéresse quand même. Je suis pas, ça peut pas rester dans l'angle mort d'une pensée républicaine, sociale de dire où ils sont. Et deuxièmement, on vient de vivre quelque chose d'incroyable depuis le mois de mars dernier. Les gamins ont quasiment pas fait la moitié d'une année scolaire. C'est pas le moment de faire des économies budgétaires. Si on a un peu moins de gamins dans certaines classes de Seine-Saint-Denis, c'est autant de plus pour l'école publique. Donc ne fermez pas de classe. Et là, je le dis solennellement, monsieur Blanquer, ne fermez pas de classe, en particulier en Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, député insoumis de Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, invité de France Info. On va en parler de Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants, si vous voulez bien, de son positionnement en cette rentrée, de son ambition ou pas pour la prochaine présidentielle, et puis de l'union de la gauche ou des gauches, puisque des discussions sont en cours déjà depuis plusieurs semaines. D'abord le fil info à 8h40 avec Mélanie Delaunay. Il est mis hors de cause. L'homme arrêté en Alsace dans l'enquête sur les mutilations de chevaux est sorti de garde à vue. 153 enquêtes sont en cours en France, selon le ministre de l'Intérieur. C'est un peu moins pire qu'annoncé. Selon les prévisions publiées ce matin par l'INSEE, la croissance en France va reculer de 9% au lieu de 11% sur l'année 2020 à cause de la crise provoquée par le coronavirus. L'INSEE table sur un rebond du PIB de 17% au troisième trimestre. Une semaine plutôt qu'une quatorzaine en cas de contamination par le coronavirus. Le Conseil scientifique est favorable, dit Olivier Véran. Sur France Inter ce matin, le ministre de la Santé précise que la mesure sera discutée vendredi lors d'un conseil de défense à l'Elysée. Lui passe la soirée isolé devant la télé plutôt que ballon au pied. Kylian Mbappé testé positif au Covid et donc forfait pour France-Croatie. Le match de Ligue des Nations ce soir à 20h45. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. J'étais impatiente d'avoir votre réponse. Alexis Corbière, vous êtes donc le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Franchement, sa candidature en 2022, c'est un secret de polichinelle. Il a envie. Il se sent, moi pour avoir beaucoup discuté avec lui, il y a un an et demi, il s'interrogeait vraiment sur, y compris sa propre volonté. C'est important, hein, que personne n'imagine que tout ça est quelque chose. Il faut déjà, intellectuellement, physiquement, se dire, est-ce qu'on en a la volonté? C'est son cas. Il pense effectivement que dans cette période troublée, l'expérience qu'il a accumulée, le rayonnement qu'il a accumulé peut être utile. Il n'empêche qu'après le délai qu'il s'est donné, que nous nous sommes donnés, de voir là d'ici 2 mois un peu, c'est pas non plus une astuce. Il s'agit aussi de consulter. Pourquoi il le dit pas maintenant? Qu'est-ce qui l'en empêche? Parce que je vous dis, c'est pas une astuce, ça mérite le temps de voir, de discuter avec différentes forces, de discuter aussi au sein du mouvement insoumis. Je rappelle que la France insoumise est un mouvement qui prendra aussi sa décision, et une fois que, si Jean-Luc disait... Il y a d'autres candidats en lice chez les insoumis. Ça vaut le coup de vérifier. Enfin, je veux dire, justement. Ils ont vraiment une chance face à Jean-Luc Mélenchon. On peut avoir une discussion. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais moi, je trouve que c'est plutôt... Et dans ces cas-là, s'il y avait d'autres candidats, ce serait tranché par une primaire? Non, mais ce serait tranché par une désignation interne. On verrait. De toute manière, en novembre,
à huis clos. oui, ou à un moment donné, on pourrait poser la question de... Il n'y a pas de vote démocratique. Mais il y a des votes démocratiques, renseignez-vous, nous avons des votes démocratiques, nous en avons en ligne, nous votons surtout sur les campagnes que nous menons, etc. Mais pas sur le candidat. Et ça me chagrine. Mais si, je suis en train de vous dire qu'on va on le décidera collectivement. Jean-Luc, c'est une chose, et une fois qu'il dira si oui ou non il souhaite être candidat, il y aura au mois de novembre une convention où nous prendrons la décision de ce que nous faisons à l'occasion de l'élection présidentielle. D'accord ? Donc rassurez-vous, les insoumis pourront se prononcer là-dessus. Donc mais si je vous écoute, François Ruffin peut être candidat face à Jean-Luc Mélenchon. pourquoi pas ? Mais il le veut. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de problème. Ce serait pas une émulation saine, un match des idées chez les insoumis, par exemple? Si François ou un autre, mais c'est comment dire, moi je suis plutôt soulagé, et en plus j'aime beaucoup François, mais je suis plutôt soulagé à l'idée que contrairement à d'autres, on n'est pas, mais il peut y avoir un débat, des chicaneries sans fin, parce que je l'ai vécu, hein. Vous trouvez ça formidable, c'est de la stimulation. C'est des chicaneries, ça peut être comme aussi... vous dites, c'est aussi une question de ligne. J'entends bien. Exactement. Vous avez tout dit. Exactement la même que Jean-Luc Mélenchon. Pardon? Sur les alliances, si. Alors justement, ça m'intéresse, je ne sais pas, je ne connais pas. Alors, je vous posais la question autrement. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est prêt à faire alliance demain, par exemple, avec les socialistes? Alors, je vais vous dire une formulation. Moi, ma ligne, c'est pas de division artificielle, mais pas d'union superficielle. La division artificielle, c'est avec toute une série de forces dont nous savons, il faut après affiner, que nous partageons beaucoup de choses, il faut travailler au rassemblement. Maintenant, l'unité, je termine l'idée. L'unité, ce que je vais appeler superficielle, c'est-à-dire dire notre seule identité, c'est qu'on est rassemblés sur un contenu quasiment timbre-poste, avec des gens qui sont connus vis-à-vis des secteurs populaires comme ceux qui, encore peu de temps, quand ils étaient en responsabilité, leur ont fait grand mal. Je pense notamment au gouvernement François Hollande, à la loi El Khomri, au CICE, toute une série de choses contre lesquelles nous avons manifesté, et face auxquelles, à l'heure actuelle, il ne me semble pas, mais ça peut évoluer. Et si ça évolue, tant mieux que de la part du Parti Socialiste, il y a une claire aggiornamento, comme on dit, politique. Vous n'avez pas pardonné aux socialistes. Mais c'est pas une question de pardonner, c'est une question d'efficacité. La grande équation que nous avons à résoudre aujourd'hui, qui est le phénomène politique de la période, c'est l'abstention populaire. Aucune personne de sérieux qui veut battre Emmanuel Macron ne peut aller à cette élection sans résoudre cette affaire. Comment nous remobilisons des millions de gens? Ils étaient près de 70% lors des dernières élections qui n'y vont plus, parce qu'ils sont dégoûtés, parce qu'ils font une grève civique. Nous n'irons pas si nous y allons dans la confusion, en leur donnant l'impression qu'on va refaire des choses qu'ils ont mal vécues. Je pense notamment au quinquennat de François Hollande. Alors c'est là où c'est intéressant, notamment que s'il y a un débat au sein du Parti Socialiste, si toute une série de personnalités, et vous me voyez venir, si un homme comme Lionel Jospin, avec qui on a des tas de désaccords, semble dire autre chose que ce que nous dit actuellement la direction du Parti Socialiste jusque-là, les insoumis ceci, cela, à nous taper dessus en permanence, bon, et à surtout ne rien remettre en cause de ce qu'ils ont fait précédemment. Bon, si par contre il y a un débat qui s'ouvre, moi je suis preneur de ce débat. Maintenant, je veux pas mentir aux Français, mais c'est pas une question de posture de ma part, c'est une question de dynamique politique. Vous citez Alexis Corbière, Lionel Jospin, il dit quelque chose dans son ouvrage et dans l'interview à l'Obs. Il dit aussi Jean-Luc Mélenchon devra choisir entre son intelligence bien sûr. Et son tempérament. Oui, bien sûr. Il y a un problème de caractère chez Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, c'est un obstacle. Mais je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ont connu Lionel Jospin, dans le genre aussi qui devait choisir entre son intelligence et son tempérament, il se posait là. Parce que l'homme était très intelligent. Mais son tempérament l'avait amené à ne même pas avoir la moindre empathie vis-à-vis de salariés qui venaient de perdre leur boulot. Il leur avait dit, l'État peut pas tout. Donc Lionel Jospin, qui est un homme très intelligent, sait très bien que cette affaire concerne tout le monde. D'accord? Il faut incarner les choses. Et le tempérament de Lionel Jospin, pour le coup, le tempérament de Jean-Luc Mélenchon, l'incarnation aujourd'hui, est ce qui nous a porté lors de la dernière élection présidentielle à 19,5%. Ce que j'aimerais savoir de quoi on parle quand il s'agit du tempérament. S'il s'agit de dire qu'aujourd'hui, effectivement, il faut rompre avec cette manière bureaucratique, technocratique de faire de la politique et incarner, à un moment donné, une force populaire, une force enthousiasmante, une pédagogie républicaine notamment. Est-ce qu'il doit s'adoucir un peu, rassurer aussi certains de ses électeurs potentiels? Oui, il faut toujours, comment dirais-je, entraîner les gens. Maintenant, je peux vous dire que le style Mélenchon vis-à-vis de toute une série de gens est un style qui les entraîne et qui continue à faire que le rayonnement qu'a Jean-Luc Mélenchon, notamment dans les milieux populaires, est, comment dire, bien en deçà de ce que d'autres personnes qui lui font la leçon. Après, il y a aussi la caricature Mélenchon. La République, c'est moi, ça quand un des meilleurs journalistes de France comme Marc Fauvel interroge Alexis Corbière, lui dit... une phrase qui commence comme ça m'inquiète toujours. Non, mais vous me dites, est-ce qu'il y a des votes à la France insoumise alors qu'on n'arrête pas de voter? Voilà, je vous demande simplement s'il y a un vote, s'il y a un deuxième ou une deuxième candidate chez vous. La question elle est légitime. Mais moi aussi, je pose la question. C'est un parti qui prône la démocratie directe. C'est pas un parti d'ailleurs. Et qui la pratique, c'est un mouvement. Non, ce que je veux dire, c'est que... On en revient à Jean-Luc Mélenchon. Non, ce que je veux... Oui, la question c'est...
critiquez-nous sur le fond, pas sur nos caricatures. Nous sommes un mouvement qui discute, un mouvement qui vote, un mouvement qui décide collectivement, un mouvement après. Et Jean-Luc Mélenchon a une particularité, c'est qu'il est aussi celui qui a été le moteur et l'élément créateur de ce mouvement, et qui doit avoir, évidemment, la manière dont il se positionne dans la prochaine présidentielle n'est pas une question secondaire. Et sur les questions stratégiques, entendez ce que je vous ai dit. L'unité, pourquoi pas, mais l'unité sur un contenu, parce que l'unité toute seule, non, j'ai pas nécessairement dit ça. Et après que toute une série de forces politiques qui veulent discuter avec nous disent de quoi ils veulent discuter. Alors vous dites pas nécessairement derrière Jean-Luc Mélenchon. Moi, franchement, à l'heure actuelle, on discute avec des gens qui on a le sentiment, je pense notamment à Europe Écologie Les Verts, que c'est derrière eux ou rien. Moi, je leur propose un nouveau nom. Europe Hégémonie Les Verts. Ils partent Non, mais attendez. C'est le nouveau nom que je leur propose. Parce que chaque fois que je discute, alors eux qui sont cool, nous on est des brutes, eux ils sont gentils, vous les adorez, mais eux, chaque fois qu'on discute, c'est plus que vous, pardon, c'est mon style à moi. Quand ils sont là, ils nous disent la même chose que vous. Ils nous disent, vous êtes sympa avec les insoumis. Mais on accepte d'en prendre la figure avec le sourire en plus. Arrêtez chaque fois que je dis ça avec une forme d'humour. Est-ce que c'est peut-être pas très bon? Non, mais je veux dire, c'est quoi le problème avec les écolos? Notamment Jean-Luc Mélenchon vient pas sur ce plateau, vous le savez aussi. Mais attends, n'ouvrons pas 50 sujets. Non, mais il est de bon ton. Le problème avec les écolos. Europe écologique, je taquine en disant que ça devient Europe Hégémonie Les Verts. Parce que, alors déjà, au municipal, il y a quand même des villes où, je m'excuse, soit Grenoble, Lyon, Marseille, les insoumis étaient dans des listes communes derrière des personnalités écologiques. On les oublie complètement aujourd'hui, mais nous, on a accepté de jouer le jeu de pas considérer qu'on devait avoir la tête de liste ou rien. On discute au niveau des régionales. Chaque fois, je vois notamment Julien Bayou qui m'explique que c'est derrière eux ou rien. Ils auront des candidats partout dans toutes les régions. Très bien. Non, mais c'est avoir des candidats partout. Après tout, pourquoi pas? Mais partout, ça doit être eux qui dirigent les listes. Enfin, quand j'ai lu, là encore, une interview du secrétaire national d'Europe Écologie Vert, je pense à Julien Bayou, il explique qu'à la présidentielle, le rassemblement, c'est derrière eux ou rien. Bon. Ils ont pris la grosse tête? Je crois qu'ils n'analysent pas bien la période politique. Et ils n'analysent pas bien, y compris leurs résultats aux élections municipales. Je répète, moi, ce qui m'obsède. L'abstention de masse. La Ve République est en crise. De plus en plus de gens ne vont plus voter. Sociologiquement, c'est très clair. C'est le milieu populaire. Donc ces institutions doivent être abrogées de mon point de vue par un grand mouvement populaire conforme à notre histoire qui s'appelle une assemblée constituante pour donner des droits nouveaux aux citoyens. Donc j'invite chacun à ne pas être enivré par le résultat qui repose bien souvent sur le fait que les CSP+, urbains, et c'est très bien, hein, c'est des gens, y compris je m'inclus là-dedans si vous voulez, sont allés voter dernièrement et ont voté notamment pour que les centres-villes soient piétonnés, qu'il y ait des voies cyclables, très bien. Mais la grande controverse du pays, c'est la question sociale et démocratique autant que la question écologique. C'est dans ce triptyque-là qu'il faut avancer. Et Jean-Luc Mélenchon, dans ce jeu-là, peut-être qu'il n'est pas le seul, mais il peut apporter, je m'excuse, et toutes les études d'opinion le démontrent. Donc c'est pourquoi le sectarisme et la ligne tout sauf Mélenchon ne donnera rien. On va et il faut une campagne longue, je termine là-dessus. Allez-y. Pourquoi aussi, si on prend la décision de lancer une campagne au mois de novembre, c'est que le candidat Champignon sorti de la dernière pluie, que personne ne connaît, si ce n'est sa plastique, sa jeunesse, sa beauté, etc., type ce qu'on a vécu lors de la dernière élection présidentielle, qui fait du jet ski mieux que personne, en tout cas mieux que Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est pour Emmanuel Macron. Non, mais je veux dire, cette sidération médiatique à laquelle on assiste, qui consiste parfois à dire on va totalement nouveau, va régler. Non, nous on croit à la campagne longue, du temps, de la pédagogie. Il faut gagner les cœurs, les consciences. Il y a des idées à faire circuler dans le pays. La faiblesse de ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui, c'est pas sa division, c'est le fait que certaines de ces idées aujourd'hui sont minoritaires dans le pays. Donc il faut travailler là-dessus. Et ça prend du temps. Ça nécessite, pourquoi pas, 1 an et demi de campagne sur le thème de l'écologie, la transition écologique. Qu'est-ce qu'il faut changer sur le thème du partage des richesses, sur le thème de ce serait quoi une 6e République, vraiment qui assure la souveraineté populaire. Ça, c'est un énorme boulot. Le cannabis, les gilets jaunes, c'est dans 1 minute avec vous, Alexis Corbière. Je change de thème. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? C'est une invitation? Non, je voulais dire que je change de thème, qu'il est 8h51, c'est l'heure du fil info avec Mélanie Delaunay. 7 jours au lieu de 14, le conseil scientifique donne son feu vert à un isolement plus court pour les personnes contaminées par le coronavirus. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui l'annonce. Il estime que cela permettra une meilleure adhésion des Français. La mesure sera sur la table du Conseil de défense vendredi à l'Elysée. Garde à vue levée ce matin pour l'homme arrêté hier en Alsace dans une enquête sur les mutilations de chevaux qui se multiplient en France. Il a été mis hors de cause. Les syndicats de Suez appellent les salariés à cesser le travail pendant 2
12h ce matin contre l'offre de rachat de Veolia. Ils veulent interpeller le gouvernement et dire leur crainte de milliers de suppressions d'emplois en cas de rapprochement. De l'île d'Oléron à l'île de Ré, après une journée de repos et de tests Covid, les coureurs du Tour de France remontent en selle aujourd'hui pour la 10e étape longue de 168 km. C'est le Slovène Primož Roglič qui porte le maillot jaune. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Alexis Corbière, le gouvernement vient de généraliser à toute la France les PV pour consommation de cannabis, faire payer les clients, et c'est ce qu'il fallait faire. Moi, j'approuve pas cela. Que les choses soient claires, le cannabis, évidemment, peut être dangereux, en particulier pour les jeunes. Mais moi, je suis favorable à la dépénalisation du cannabis. Je suis pour que le débat s'ouvre enfin dans ce pays. Évidemment, le cannabis, c'est pas bon pour la santé, mais l'alcool non plus. Mais il s'agirait, si on le dépénalisait, de sortir toute une série d'activités de la clandestinité. Ce serait déjà pas mal. Ça. Dépénaliser, ça veut dire vente libre, contrôlée par l'État. Voilà, vente libre, sur le modèle des par l'État, des produits, ou la Californie, ou même au Portugal aussi, il y a des expériences. Évidemment, que les choses soient claires, tout ce qui est héroïne, cocaïne, je ne parle pas de ça, je parle du cannabis en particulier. Aujourd'hui, il y a 7 millions de fumeurs dans ce pays. Arrêtons l'hypocrisie, organisons quelque chose de sérieux. Et le fait de verbaliser des clients qui permet de faire du chiffre, bon, c'est absurde, c'est une activité, on fait perdre du temps à la police française, de mon point de vue, qui a mieux à faire aujourd'hui face à des phénomènes plus inquiétants de violence. Alexis Corbière, vous êtes pour la dépénalisation du cannabis. Le ministre de l'Intérieur a un avis sur vous. Écoutez-le. C'est une acheté intellectuelle. Vous savez, la drogue aujourd'hui, elle est la responsable de dizaines de milliers d'accidents de la route, d'homicides, de cambriolages, parce qu'il faut se payer sa dose. Quand vous travaillez un peu et que vous avez besoin de 60, 80, 100 euros par jour pour payer votre dose, est-ce que vous ne pensez pas qu'à la fin, vous n'allez pas cambrioler ou attaquer quelqu'un pour récupérer de l'argent pour votre addiction ? Lâcheté intellectuelle de proposer la dépénalisation du cannabis. Je sais pas, vous savez, monsieur Darmanin, dans sa région, moi je peux vous parler de l'alcool, je viens du sud de la France, les méfaits de l'alcool, les accidents de la route, etc. C'est absurde, d'accord, que les choses soient claires, et puis on pourrait prendre l'exemple du Portugal, où depuis que le cannabis a été dépénalisé, le rapport, y compris aux drogues plus dures, a baissé, etc. Mais vous entendez ces arguments ? Non mais ça c'est pas des arguments, c'est de la communication de Darmanin qui vise à faire clore un débat, qui est un débat sérieux qu'il faut mener en termes de santé publique. Bon, voilà, ça n'est pas très intéressant la manière dont il aborde les choses. Mais moi, je vous le dis, je n'ai aucune complaisance vis-à-vis du cannabis. Je le dis à ce micro, personnellement, je ne fume pas. Et je cours même après toute une série de jeunes de mon entourage parce que je pense que c'est pas bon, notamment quand on est jeune, de temps de formation du cerveau, ça peut déclencher des maladies. C'est bizarre de dire ça tout en souhaitant la dépénalisation. Mais parce que l'alcool produit la même chose, d'accord ? Là, oui, on pourrait dire, dans ce cas-là, pénalisons l'alcool. Vous voulez interdire l'alcool ? Sérieusement, d'accord. Bon, alors parlons sérieusement du fait, vous voyez, ni vous ni moi ne pensez ça sérieusement. Et pourtant, j'invite chacun à ne pas abuser de l'utilisation d'alcool. Donc, donnons la parole aux médecins. Mais là, c'est autre chose que fait Gérald Darmanin, me semble-t-il. Il n'aborde pas sérieusement ce sujet qui est un vrai sujet de société. Et en plus, ça soulagerait la police, je répète, d'une activité qui n'est pas très intéressante. Faut-il une loi contre le séparatisme, comme la prépare en ce moment le gouvernement ? Dans la mesure où je ne sais pas de quoi on parle, je suis inquiet. Je rappelle que la loi de 1905 est une loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est une loi séparatiste. Donc, je suis pour, évidemment, combattre l'obscurantisme religieux, le repli sectaire. Mais j'entends des choses de la part du gouvernement qui me semblent être une incompréhension totale de ce qu'est la laïcité. Eh bien, je vais vous dire une chose. En République, les fidèles doivent respecter la loi, mais les religions n'ont pas à prêter allégeance aux lois de la République. C'est autre chose, les religions. Par exemple, les grandes religions monothéistes ne reconnaissent pas le mariage de personnes de même sexe. Les grandes religions monothéistes ne sont pas d'accord avec le droit à l'IVG. Et pourtant, les lois de la République le permettent. Donc, j'entends des choses qui visent aujourd'hui à tout mélanger. Donc, et y compris même à aller au nom de ce combat-là, à dire on va accepter des financements publics pour des associations, si j'ai bien compris, cultuelles, à partir du moment où elles signeraient une charte prétendant de la laïcité. Mais non, je ne suis pas pour de l'argent public, pour la religion, c'est le fondement, les deux articles, le noyau de sens de la loi de 1905, qui garantit la liberté de conscience, mais qui dit pas de financement public des religions. Donc, moi, j'avais compris ça plutôt au sens association sportive, par exemple. Oui, alors... Là, vous parlez d'associations qui seraient liées au culte. Oui, mais j'entends dire, oui, mais on va faire signer des chartes de la laïcité à des associations sportives. Je ne sais pas très bien. S'assurer que les petites filles, par exemple, puissent jouer au foot dans les mêmes conditions que les petits garçons. Alors, donc maintenant, on peut plus faire une équipe de garçons, une équipe de filles. De quoi on parle? À condition que les filles puissent jouer aussi, même à un autre horaire que les garçons. Mais je vais vous dire une chose. Non, mais si on discute sérieusement, vous allez voir. Actuellement, il y a des écoles privées sous contrat qui sont non mixtes.
D'accord, notamment dans les Hauts-de-Seine, où la bonne bourgeoisie des Hauts-de-Seine met ses enfants. D'écoles catholiques, là. Ah oui. Pour être bien clair. Alors, donc, vous voyez le problème. C'est que très vite, l'argument que vous m'avancez, mais c'est des écoles catholiques. S'il s'agit derrière cette loi uniquement de porter le fer contre l'islam, d'accord, les associations qui sont animées par des gens qui sont de confession musulmane, en faisant un amalgame incompréhensible qui mélange tout, en ayant une vigilance, en traquant véritablement des animateurs sportifs qui ont des convictions spirituelles. Moi, je ne suis pas d'accord. Par contre, que les choses soient claires. Évidemment, à l'heure actuelle, il faut travailler à ce qu'il n'y ait pas derrière une association d'aide scolaire, je ne sais trop quelle activité sectaire. Mais on en revient au point de départ de notre discussion. Monsieur le recteur me dit qu'en Seine-Saint-Denis, j'ai 4000 gamins, je sais pas où ils sont, et il me dit en même temps, je n'ai pas les moyens d'aller frapper aux portes. Donc, plutôt que d'inventer des bazars, des machins, des lois incompréhensibles, dont le seul but, c'est d'agiter 2021 sur le thème que j'en fais plus que Madame Le Pen pour aujourd'hui m'en prendre à l'islam politique en ne donnant pas véritablement les moyens à la République d'être ce qu'elle doit être, je dis à Madame Schiappa, arrêtez votre bazar, donnez-nous des assistances sociales. Et savez-vous qu'en Seine-Saint-Denis, on a un médecin scolaire pour 12 000 élèves. Ça peut être intéressant dans un établissement scolaire si une jeune fille, par exemple, est en but à des pratiques sectaires, d'aller s'adresser au médecin scolaire. On n'en a même pas un médecin pour 12 000 élèves. Donc donnez-nous les moyens actuels en fonction de la loi de faire des choses. Mais cette opération politique, qui, je le répète, on pourra affiner, l'émission se termine, qui est totalement contraire avec l'esprit de la laïcité. J'ai envie de dire, Aristide Briand, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La loi de 1905, je répète, liberté de conscience, liberté de culte, pas de financement public des religions. Mais après, une religion, ça n'est pas une démocratie, ça n'est pas la République, et qu'on ne demande on aura pas. L'occasion. Non, mais c'est important comme sujet, qu'on ne mélange pas tout, et qu'on ne crée pas l'ère du soupçon généralisé, et comme vous l'avez dit, sur uniquement nos concitoyens de confession musulmane, et dans leur grande majorité, sont des gens qui évidemment veulent vivre tranquillement, et veulent que les services publics fonctionnent, veulent de la justice sociale, et aiment la République. Et si vous le permettez, Alexis Corbière, on fera écouter vos propos à Marlène Schiappa, qui sera à votre place en fin de semaine ici même sur France Info, sur ces réserves assez fortes que vous venez d'apporter à ce projet de loi sur le séparatisme. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Info.